Nous, on a même renouvelé les équipes aussi, parce qu'on a Colas qui est arrivé dans les équipes du Chasseur français. Donc, bienvenue à toi et bienvenue sur ce plateau. Et Colas, parmi les premiers sujets qu'il a eu à traiter, entre autres, il y a les cerfs de la forêt de Kennecamp, puisqu'on a fait un Chasseur français que voici, spécial Bretagne pour nos amis bretons. Voilà. Et donc, tu es parti là-bas. Et tu as découvert plein de choses. Ouais, exactement. Déjà qu'il y a des gros cerfs en Bretagne. C'est exactement l'objet de l'enquête, sachant qu'elle a commencé au Game Fair, où il y avait une exposition avec une cinquantaine des plus beaux trophées de cerfs de la NCGG et la FMT. Et il se trouve que dans ces cerfs, eh bien, je découvre qu'il y a 4 des cerfs qui viennent de Bretagne et dont... Des Côtes d'Armor ? Notamment des Côtes d'Armor, et dont le plus lourd de France. Voilà. Et donc, tu as pris ta casquette j'ai pris ma casquette de détective et de détective, et je suis allé essayer de comprendre d'où ils venaient et pourquoi ils étaient si beaux, si gros. Et ça m'a amené en forêt de Kennecamp. Donc la forêt de Kennecamp, c'est à côté de Pontivy, donc c'est le centre Bretagne, dans le massif de Kennecamp, qui appartient à une famille, à peu près 3000 hectares. Et là, c'est un peu un hommage à la vénerie, donc c'est une bonne transition avec la première partie, puisque on découvre que ces propriétaires sont veneurs et que du coup, ils ne chassent le cerf qu'à court, avec le Rallye Bretagne, à savoir en fait... Donc il n'y a pas du tout de chasse à tir sur le massif. Il y a de la chasse à tir sur le massif, absolument, parce que ce monsieur est forestier, est agriculteur, et donc il y a des enjeux de régulation. Et donc, il y a un groupe de chasseurs à tir avec qui, justement, ils s'entendent très bien. Eux ont le droit de prélever, de tirer des cerfs et des jeunes. Donc là, cette année, il va donner 4 bracelets de biches et 4 bracelets de jeunes. Mais en revanche, les cerfs mâles sont chassés qu'à court. Donc là, on parle de 4 fois par an. Et quand ils en prennent un, c'est merveilleux. Quand ils en prennent 2, c'est complètement hallucinant. Et parfois, c'est souvent Rosalie. Donc, ça permet d'avoir des cerfs qui sont plus grands, qui sont plus beaux. Déjà, qui vieillissent, a priori, quoi. Et qui vieillissent, absolument. Et il y a plein d'autres choses à découvrir dans l'article. Je ne vais pas tout dire. Et petit clin d'œil aussi étonnant, c'est que le cerf, donc le plus lourd de France, 11 kg 220, 3 mois plus tôt, il y avait déjà le cerf le plus lourd de France qui venait du même coin, qui faisait 11 kg 3. 11 kilos, ça commence à être... Oui, c'est vraiment lourd, quoi. Sachant que sur les cotations, vous pouvez avoir des cerfs médailles d'or qui font 7 kg, donc c'est quasiment du simple au double, l'écart. Voilà. Donc après, Et comment on explique qu'ils aient des très beaux cerfs dans ces coins-là ? On l'explique. Déjà, ils ne le chassent pas trop. Là, en l'occurrence, particulièrement dans ce coin, ce massif, alors il y a des échanges avec les autres forêts autour, hein, mais une des explications notamment qui m'a été donnée par Thierry Delorme de la Fédération du 56, il dit en fait, il y a à manger, parce qu'on l'oublie toujours, mais le cerf c'est un ruminant. Donc on le voit manger des choses en forêt, mais en fait sa nourriture principale c'est de l'herbe. La Bretagne... On monte tout ça et en fait l'ensemble du bol alimentaire qui est proposé dans ces coins-là fait que effectivement ça aide tant les brocards, parce qu'il faut savoir que les brocards dans ces coins-là sont magnifiques aussi. Donc, absolument. Il y a des conditions effectivement alimentaires. Donc il y a de la nourriture. Et il rajoutait qu'en fait il y avait un peu un recul de l'agriculture traditionnelle là-bas. Et donc des zones qui sont un peu abandonnées, et donc ça fait de la tranquillité, absolument. Notamment puisqu'on observe que de plus en plus les cervidés, les grands animaux vivent moins en forêt et vivent dans les zones un peu intermédiaires, et donc ça fait des zones intermédiaires dans lesquelles ils sont très tranquilles et moins chassés. Et ils grandissent et ils mangent bien. À l'origine, le cerf est un animal de plaine. Oui, absolument. Il ne se réfugie dans la forêt que sous la pression des humains. Absolument. Et dans ce spécial Bretagne, on parle aussi de l'essor du sanglier dans ce département. C'est pas une surprise, mais c'est assez impressionnant. Effectivement, le sanglier, comme partout, progresse, mais là, il progresse jusqu'à la fin, Finistère.
Notamment, on apprend qu'ils prélevaient à peine 300 sangliers il y a 10 ans. Et maintenant 10 fois plus, mais vous me direz, ça reprend un peu ce qu'on observe un peu partout. Mais la Bretagne, terre... Qui était une terre de bécasse quand même au départ. Terre de bécasse et aussi beaucoup de chasse aux lapins et aux renards, aux chiens courants. Aujourd'hui, mais comme dans pas mal d'endroits, on en moins et vont vers la chasse du sanglier. Donc, dans cet article, on découvre d'une part les chiffres impressionnants de l'essor de la marée noire qu'on a titrée vers la Bretagne. On découvre même que les sangliers vont sur les îles, donc traversent la mer. Ils nagent très très bien. Et qui nagent très très bien, ça peut-être certains chasseurs autour de cette table s'en sont rendus compte à leurs dépens. On apprend aussi la difficulté de les réguler, puisque en fait c'est une région où il y a beaucoup de zones protégées et de zones littorales, donc on se retrouve avec ces enjeux de cohabitation. Avec pas mal de réserves en plus. Oui, c'est ce que je voulais dire, pas mal de réserves. Donc voilà. Et puis après, dans le même chasseur français, on part dans le pays de Becherel, qui est entre Rennes et Saint-Malo. Et c'est un petit hommage aux bécassiers qui vivent là-bas. Et particulièrement à Arnaud, qui est un de nos collaborateurs, qui est un peu tout à fait. Un homme de l'ombre de cette émission. Voilà. C'est lui qui nous a raconté ses chasses à la bécasse avec ses copains. Tout à fait. Exactement, mais plus particulièrement aussi un hommage à son père, qui lui a transmis cette passion de la bécasse. Donc c'est un article sur la bécasse en Bretagne et aussi sur l'hommage d'un fils à un père. Justement, tiens, transmission, il y a une nouvelle rubrique qui arrive dans le Chasseur français à partir du mois de janvier, je crois. À partir du mois de janvier, absolument. C'est ça, une rubrique transmission. Alors justement, parce que c'est un peu grâce à toi aussi, alors. Écoute, merci, je pense que c'est aussi un peu grâce à toi. Et effectivement, le Chasseur français, c'est déjà un peu le magazine de la transmission. C'est le magazine des chasseurs de tous les âges. Et donc, il nous a paru important de encore plus mettre en avant cette transmission. Alors, on apprend notamment dans une enquête de la Fédération nationale de la chasse. Je sais que vous avez reçu Marie-Laetitia Desrobert récemment sur ce plateau. Sur la chasse d'aujourd'hui et de demain. Oui, et j'en profite pour dire qu'il y a aussi une interview que nous avons menée, Tancred et moi-même, dans le numéro de novembre. Donc, et notamment, on voit que vraiment, il y a un sujet de savoir parler de notre passion, voilà, de la transmettre en fait, tout simplement, de la transmettre au plus grand nombre. Et c'est pour ça que nous, on a envie d'en parler dans notre magazine et de la transmettre à ses enfants, à ses amis. Et en fait, on a envie de témoigner ou d'avoir plutôt des témoignages de tous ces passionnés de chasse qui leur a transmis. C'est des hommes et des femmes qui vont raconter comment ils sont venus à la chasse. Qui leur a transmis et comment ils la transmettent aussi. Qu'est-ce que on va faire un tour de table. Ils ont envie de faire. Humbert, comment tu es venu à la chasse? C'est ton papa, toi? Exactement. Grand-père maternel et mon père. Guillaume? Moi, c'est mes grands-parents. Alors que pas de ton papa, il chasse pas. Pas du tout. Ouais. Et puis cet instinct de prédation, on va dire, tout à fait clair. Moi, grand-père et père, et c'est mon père qui m'emmenait à la chasse. Très bien. Bon. Alors, on est assez représentatif. C'est plutôt cohérent avec le chiffre notamment de l'étude qui dit que 70% c'est par transmission familiale. Mais je crois qu'on a vraiment un enjeu de le transmettre différemment. Et ça va être sympa parce que ça va être l'occasion justement d'avoir des portraits qui sortent complètement de ce qu'on vient de dire. C'est des gens qui ont été amenés à la chasse de façon complètement différente. Absolument. Écoute, on a hâte de lire ça. Comme par exemple, je le dis aussi parce qu'on fait une petite tribune d'un certain Olaf qui a écrit un livre sur repenser la chasse et qui lui vient pas du tout du milieu de la chasse, quoi, et qui était peut-être un urbain anti-chasse. Il avait une fibre un peu anti-chasse. Absolument, parce que c'était pas son logiciel de départ. Et un jour, on l'emmène à la chasse, il découvre, et aujourd'hui, il écrit un bouquin pour protéger la chasse, quoi, et défendre la chasse. Génial. Écoute, bienvenue dans l'équipe. Merci beaucoup. On est très heureux que tu nous aies rejoints et que tu apportes justement toutes ces nouveautés. On te retrouvera très bientôt sur nos plateaux.